Bonsoir à tous, bonsoir Sonia. Bonsoir Michel. Au sommaire du 18h de Public Sénat, une nouvelle séquestration dans une entreprise confrontée à un plan social. 4 cadres de l'usine d'adhésifs Scapa ont été retenus dans l'Ain, à l'image de ce qui s'était passé chez Caterpillar, dont les salariés qui ne veulent pas être considérés comme des voyous ont refusé aujourd'hui l'invitation de Nicolas Sarkozy à les rencontrer. Des amendements centristes qui font long feu, le gouvernement obtient de son allié remuant qu'il ne relance pas l'offensive en faveur du travail le dimanche, à la faveur d'un projet de loi sur le tourisme actuellement débattu au Sénat. Des rassemblements dans plusieurs villes de France aujourd'hui pour réclamer la suppression du délit de solidarité, disposition pénale qui punit toute personne portant aide aux sans-papiers. Mais pour Éric Besson, les associations s'attaquent à un mythe. Ce sera le premier débat ce soir avec nos invités dans le 18h. Sonia. Oui, face à face, Philippe Loiret, réalisateur de film Welcome, qui raconte justement les poursuites contre un homme joué par Vincent Lindon qui héberge un Kurde, et François-Noël Buffet, membre UMP de la commission des lois. 2 autres invités ce soir, l'historien Benjamin Stora, qui revient sur le 3e mandat assuré pour Abdelaziz Bouteflika en Algérie, et le professeur Philippe Grimbert, qui a participé à la première greffe mondiale du visage et des mains. On en parle tout à l'heure après le journal. Et d'abord cette question donc qui a été relancée à la fois par le film Welcome et aujourd'hui par ces manifestations dans plusieurs villes de France. La solidarité est-elle un délit quand on vient en aide aux sans-papiers? Oui, c'est la question qui oppose les associations au ministre de l'Immigration. Éric Besson crie au mythe et dénonce un faux débat, alors qu'aujourd'hui des centaines de particuliers ayant aidé des étrangers en situation irrégulière se sont rassemblés pour protester contre ce qu'ils appellent le délit de solidarité. Reportage au centre Emmaüs de Neuilly-Plaisance avec Pierre Monte-Joseph. Face à la caméra, il a choisi de s'appeler Jugurtha, nom d'un héros berbère. Depuis 10 ans, ce sans-papier algérien travaille dans des communautés Emmaüs. Ici, vous êtes libre, d'accord. Ici, vous êtes protégé, tout. Mais à l'extérieur, vous n'êtes pas protégé. On n'est pas malheureux, on n'est pas dans la rue. Vous voyez, on n'est pas dans la rue. Mais il n'y a pas de... si vous voulez, il n'y a pas de projet, il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas d'avenir. Comme lui, ils sont une quinzaine de sans-papiers à être hébergés dans ce centre de Neuilly-Plaisance. Chaque année, un peu plus nombreux. Fondé par l'abbé Pierre, Emmaüs ne pose aucune condition à l'accueil des sans-abri. Une situation illégale aux yeux des autorités. On a aujourd'hui des responsables de communautés qui ont été mis en examen pour avoir aidé, hébergé des sans-papiers. Donc là, je vous parlais de cet accueil inconditionnel, on est en train de franchir un petit peu la limite là. Les pouvoirs publics empiètent sur ce qui constituait pour nous une terre d'asile pour les sans-papiers. Françoise vient bénévolement une fois par semaine ici. Elle évite de se mêler aux histoires de chacun, mais se dit préoccupée par la pression policière. Du temps du Moyen-Âge, il y avait les cathédrales et on ne pénétrait pas dans la cathédrale parce qu'on protégeait les gens, justement, quoi qu'ils aient fait. Ben ici, disons que c'est un genre de cathédrale laïque. En cas de contrôle, si jamais certains voulaient sortir, des cartes leur sont délivrées. Cet après-midi, une délégation est partie manifester à Paris. Les compagnons sans papier, eux, sont restés à l'intérieur et pas par manque de revendications. Plus d'1 million de spectateurs ont déjà vu le film Welcome de Philippe Loiret qui est avec nous ce soir pour débattre donc avec le sénateur François-Noël Buffet. Le temps de parole présidentiel sera finalement pris en compte. Oui, la décision du Conseil d'État annule celle du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Les magistrats se sont finalement prononcés pour un changement radical du temps de parole politique. Les interventions de Nicolas Sarkozy seront donc comptabilisées. La gauche se réjouit aujourd'hui en espérant que la prise en compte du temps de parole présidentiel leur déroulera un tapis médiatique pour s'exprimer davantage. Et il y aura moins de temps de parole par conséquence pour les ministres et le Premier ministre, comme on peut le supposer. Travail dominical, les centristes renoncent aujourd'hui. Oui, c'était un petit tour et puis s'en va. Les 2 amendements centristes favorables à l'ouverture des magasins le dimanche ont fait long feu sous la pression du gouvernement qui ne souhaite pas voir ressurgir la polémique. Eh bien, les centristes font marche arrière. Delphine Girard. Le suspense aura duré jusqu'au bout. Malgré la controverse sur le travail dominical, Hervé Maurey, quelques minutes avant la séance, prétend qu'il maintiendra son amendement.
Objectif, permettre l'ouverture des commerces le dimanche dans les zones touristiques. Ce que j'espère surtout, c'est qu'on sort d'une situation tout à fait ubuesque, où certains magasins ont le droit d'ouvrir et pas d'autres, où nos grands magasins sont fermés, où des grands magasins de luxe de réputation internationale qui ont une véritable attractivité dans le tourisme haut de gamme sont fermés le week-end. C'est surtout ça qui m'importe. J'aimerais qu'on entre dans le 21e siècle. Du côté de l'opposition, cet amendement est au contraire un véritable retour en arrière. Nous aurions été éventuellement favorables à une abstention. Là, nous allons franchement voter contre ce texte, surtout pour cette question du travail du dimanche, de ce nouveau ballon d'essai qui est lancé pour tenter de nous faire adopter un retour en arrière de plus de 100 ans. Mais un peu avant 17h, après plus de 12 interventions des sénateurs, la proposition du gouvernement va changer la donne. Le régime actuel doit donc être réformé. Le gouvernement, en ce qui le concerne, est parfaitement déterminé à ce qu'il y ait une réforme de la législation sur le travail du dimanche. Je vous demande, Hervé Maurey, de bien vouloir retirer votre amendement. Hervé Maurey prend acte, il retire son amendement comme l'avait fait plus tôt Yves Pozzo-di-Borgo. Les centristes auront réussi à relancer le débat, mais le gouvernement reste encore divisé sur l'embarrassante question du travail du dimanche. Mais on retiendra par ailleurs que les centristes se cherchent décidément un positionnement. Oui, difficile pour cette formation de peser sur la scène politique entre alliance avec le parti majoritaire et volonté d'exister. Eh bien, les centristes se cherchent. Rares sont les occasions où les parlementaires du centre sont tous d'accord entre eux. Mais c'est le cas pour une proposition de loi sur le surendettement. Fabrice Cunet. Je crois que c'est une première. C'est une première. Comment exister au sein de la majorité? Les centristes du Parlement ont peut-être trouvé la solution. Présenter ensemble des propositions de loi. Difficile dans ces conditions pour l'UMP d'ignorer la position des députés et sénateurs centristes. Il ne s'agit pas de se démarquer. Nous, ce que nous voulons, c'est être utile. On a fait le choix d'être aux côtés du président de la République, Nicolas Sarkozy. C'est un choix que nous assumons clairement. Simplement, on veut apporter notre vision, qui n'est pas tout à fait celle de l'UMP. Problème, à l'Assemblée, l'UMP n'a pas besoin des centristes pour faire passer ses textes. Au Sénat, en revanche, Michel Mercier et son groupe sont indispensables à la majorité. L'Union centriste le sait et n'hésite pas à en jouer. Bref, l'intérêt d'un travail en commun pour les parlementaires du centre est donc double. Peser dans le débat politique et gagner en efficacité. C'est tout à fait normal qu'avec la nouvelle Constitution, ils travaillent ensemble, ils coordonnent leurs efforts s'ils veulent voir aboutir leur projet. Sinon, jamais rien n'aboutira. Donc il y a cette coordination qui s'est très bien passée. La présentation commune de ce matin concernait le surendettement. Elle a valeur de symbole, mais c'est en juin, au moment de l'étude de la proposition de loi, que l'efficacité de cette nouvelle méthode de travail pourra être mesurée. En tous les cas, au Sénat, c'est vers la gauche que le président Gérard Larcher a fait un geste. Oui, il lui a attribué un siège supplémentaire au sein des commissions mixtes paritaires, une décision qui complique encore plus le travail du gouvernement. Déjà, l'UMP ne dispose plus que d'une majorité relative à la Haute Assemblée. Les salariés de Caterpillar refusent de rencontrer Nicolas Sarkozy. Oui, ils refusent donc l'invitation à l'Elysée. Les salariés du constructeur américain n'ont pas apprécié les déclarations du chef de l'État dans les Bouches-du-Rhône sur les séquestrations des patrons. Nicolas Sarkozy avait dénoncé des méthodes en menaçant de ne pas laisser faire, des propos qui visent notamment les salariés de Caterpillar qui ont retenu 4 cadres pendant 24 heures la semaine dernière. Et qui ont été imités aujourd'hui, une affaire de séquestration, cette fois dans l'Ain. Oui, ce sont 4 cadres du fabricant britannique d'adhésifs Scapa, dont l'usine est menacée de fermeture à Bellegarde sur Valserine, qui sont retenus par les salariés. Il s'agit de 3 Britanniques et d'un Français. Restez avec nous tout de suite, la suite du 18h. Le délit de solidarité est-il un mythe, comme le prétend Éric Besson, ou est-il une menace pour quiconque aide les sans-papiers? On en débat tout de suite. Deux invités que je vous ai déjà présentés, donc Philippe Liorey, réalisateur dont le film Welcome poursuit sa belle carrière en salle, après avoir été au cœur de la polémique et a relancé en quelque sorte le débat sur ce délit de solidarité. C'était votre objectif, entre autres? À l'origine, pas du tout. Non. Pas du tout. Je faisais un film, moi. Vous faisiez un film. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir été dépassé par votre œuvre, d'une certaine façon, qui s'est immiscée dans le débat politique? Dépassé, non, puisqu'en fait, je botte pas en touche, le film parle de ça, mais c'est vrai que ça a pris des proportions qui ont un
tout petit peu dépassé mes attentes. Et aujourd'hui, vous voilà contraint de débattre avec François-Noël Buffet, ici présent, sénateur UMP du Rhône, membre de la commission des lois, et à défendre, enfin on va vous entendre, les positions exprimées aujourd'hui par différentes associations dans les villes de France. Philippe Lioré, cet article L622.1 qui cible les personnes qui facilitent le séjour irrégulier des sans-papiers en France, vous l'avez découvert dans sa nature profonde et juridique après le film? Non, puisque c'est le sujet du film. Oui. En fait, ça fait partie du sujet du film. Ces deux histoires qui se confondent, qui se mélangent, qui se heurtent à l'ordre du monde. L'ordre du monde, c'est cet article. Mais tout le monde vous a interpellé après le film sur cet article? Tout le monde, non. C'est-à-dire que quand le film a été en tournée de promotion, je me suis retrouvé face à la presse quotidienne régionale qui m'a posé la question de « et qu'est-ce qu'on peut faire ?» Et à force de me poser la question « qu'est-ce qu'on peut faire ?» en relisant cet article, je me suis dit, il n'y a qu'à lui ajouter 4 mots à des fins lucratives. Comme ça touchera que les passeurs et ça foutra la paix aux bénévoles. François-Noël Buffet, on va peut-être expliquer même pour les téléspectateurs de quoi il s'agit, ce délit de solidarité, et qu'est-ce qu'on encourt si on aide aujourd'hui, comme peine, si on aide aujourd'hui des sans-papiers. En réalité, ce délit de solidarité, juridiquement, n'a pas de base légale. Il n'existe pas. Ce que prévoit le droit positif aujourd'hui, c'est effectivement des poursuites à l'égard de ceux qui aident des personnes en situation irrégulière à rester ou qui aident des filières, qui ont un acte positif avec l'intention, j'allais dire, positive, car la notion d'intention est importante, l'intention positive de vouloir contribuer au fait d'être irrégulièrement ou d'obtenir des papiers de façon irrégulière ou de se maintenir de façon irrégulière sur le territoire. Si un particulier, vous ou moi, donne de l'argent ou un hébergement ou de la nourriture à un sans-papier, il n'est pas... Ça, c'est une infraction. En revanche, celui qui, de bonne foi, fait recharger un téléphone, offre un déjeuner, reçoit un déjeuner, permet à quelqu'un de prendre une douche, c'est ce que j'ai vu récemment. Héberge chez lui. Comme dans le film. Il n'y a pas de difficulté juridique là-dessus. Il n'y a pas de difficulté juridique. Il y a eu, depuis, je crois, pratiquement 60, que le texte existe, que 2 personnes qui ont été condamnées pour cela. 2 personnes qui ont été condamnées, pour quelle raison? Parce qu'elles avaient... Combien de mis en examen? Alors, il y a eu... Combien de mis en garde à vue, pardon? Il y a plus de 4000 personnes de mémoire qui, au total, ont été... n'ont pas mis en examen, n'ont pas prévenu, comme on disait à l'époque, n'ont pas fait l'objet de poursuites, mais ont été entendues, vraisemblablement, pour savoir de quelle façon ou de quelle manière elles avaient agi. Ça, c'est possible. C'est très bien. Ça, c'est possible. En revanche, il n'y a eu que 2 condamnations, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de poursuites qui ont été... C'est déjà 2 de trop. Alors admettons qu'il n'y en a eu que 2, il y en a eu beaucoup plus que ça. Puisqu'il y a eu beaucoup plus de mises en garde à vue. C'est incessant, il n'y a qu'à demander, j'y étais, je les ai vus, les bénévoles là-bas sont sans cesse inquiétés. Vous parliez d'une femme qui pouvait recharger des portables, elle s'est retrouvée elle aussi en garde à vue. Mais le problème, il est simple, on ne va pas chercher à savoir qui a raison, qui a tort, puisque tout le monde, visiblement, enfin... les membres du gouvernement continuent à dire, les députés de l'UMP continuent à dire que cette loi n'existe pas. Mais si elle n'existe pas, il n'y a qu'à l'amender, c'est-à-dire lui rajouter à des fins lucratives. Et le problème sera entièrement réglé et bottera en touche du côté des passeurs et des filières. Comme vous dites, et je ne vois pas en quoi le fait d'y ajouter ces 4 mots peut changer quelque chose, si ce n'est justement la ramener vers cette iniquité qu'on essaye vers laquelle on veut la ramener. Qu'en dites-vous, François-Noël Buffet? Derrière les bonnes intentions se cachent parfois de grandes difficultés, car il ne suffit pas d'agir dans un but non lucratif pour s'exonérer de toute responsabilité et s'exonérer du respect de la loi et du droit positif. Il faut être extrêmement prudent là-dessus et ne pas tromper les gens. Je crois qu'il ne faut surtout pas perdre de vue... Donnez-moi un exemple, parce que là, je comprends pas. Il ne faut surtout pas perdre de vue que l'enjeu de cette situation, c'est la lutte contre les filières de clandestins. Qui demandent de l'argent. Les filières, les passeurs en particulier, vivent de la misère de ceux qui veulent quitter leur pays d'origine. Ils demandent à chacun d'entre eux de payer des contributions parfois extrêmement fortes, soit en termes d'argent, soit en termes notamment de prostitution. Moi, je l'ai vu
et dans les territoires et nos départements et territoires d'outre-mer à l'occasion de la commission d'enquête dont j'étais le rapporteur il y a 2 ans. Et c'est un marché considérable. C'est un marché considérable, et si vous ouvrez la porte, le risque, c'est quoi? Ça veut dire aussi des fins lucratives, on est bien d'accord. sûr, ils gagnent de l'argent là-dessus, et ils vivent sur la misère du monde. D'accord, donc ces quatre mots-là condamnables. Sont tout à fait... Et ce qui est parfaitement condamnable, et ce qui est une autre réalité, monsieur, c'est ce que je vais essayer de dire, c'est que ces gens-là, si vous leur envoyez un message clair, comme quoi ils peuvent éventuellement, par des moyens détournés, et notamment sur la forme que vous expliquez, vous ouvrez des portes entières. Mais je ne vois pas en quoi. Vous ouvrez des portes entières. Car le grand jeu des filières clandestines, c'est quoi? Le grand jeu des passeurs et des filières clandestines, c'est de détourner par tous les moyens possibles le droit positif, la législation, pour pouvoir continuer leur marchandage. D'accord. Et c'est là-dessus qu'il faut combattre fortement les choses. Voilà. Et là, il en ne doit rajoutant pas y avoir 4 mots à la loi, on dédouane complètement tous ces bénévoles incroyables qui font un travail digne d'admiration. Je ne veux pas vous dire non par principe, parce que je ne veux pas vous dire non par principe. Je ne comprends pas. Je dis simplement que la rédaction du texte ne peut sans doute pas se limiter à la forme que vous donnez tout de suite, et qu'il mérite en tous les cas, si on devait faire évoluer les choses, qu'on en regarde toutes les conséquences. Mais ça va être fait, puisque car l'enjeu est d'éviter un certain nombre d'utilisations par les filières d'interprétations juridiques ou de difficultés juridiques. On est d'accord, mais je pense qu'il ne peut pas y en avoir. Et le 30 avril, le projet de modification de cette loi sera débattu à l'Assemblée. Daniel Goldberg, le député PS, m'a envoyé... Alors la proposition de loi socialiste a été rejetée aujourd'hui par la Commission des lois à l'Assemblée nationale. Monsieur le sénateur, est-ce qu'il faudrait un nouveau texte, selon vous, pour clarifier les choses, pour qu'on sache véritablement ce qui est permis et ce qui tombe sous le coup de la loi? Je crois que, très honnêtement, le droit positif aujourd'hui, quand on regarde les décisions rendues par les tribunaux, ne souffre pas d'interprétation. Cela dit, le législateur que je suis reste ouvert à toute forme de rédaction nouvelle qui pourrait clarifier les choses. À titre personnel, ça ne me choque pas. En revanche, ce que je souhaiterais, c'est que, naturellement, on n'ouvre pas, éventuellement par de très bonnes intentions, que je comprends parfaitement, qu'on n'ouvre pas le moyen pour des filières de voyous de pouvoir s'infiltrer encore dans ce dispositif-là et profiter encore de la misère du monde. Et c'est ça. Est-ce que les voyous profitent aujourd'hui, exploitent, d'une certaine manière, les bonnes âmes et les bénévoles? Mais les passeurs, on ne les arrête pas, de toute façon. Moi, j'y étais à Calais, les passeurs, il n'est pas question de les arrêter. Personne ne sait où ils sont, personne ne sait qui c'est. Loi ou pas, les passeurs, ils passent à travers les mailles. Les seuls qui en pâtissent de cette loi, ce sont les bénévoles qui ont brandi au-dessus de la tête, en permanence, l'aide à personnes en situation irrégulière. Et on passe le temps à essayer de museler leur ardeur dans le but que les jeunes migrants, entre 15 et 25 ans, envisagent un retour volontaire puisqu'ils sont inexpulsables. Mais ils vont pas rentrer chez eux. Chez eux, c'est la guerre. Chez eux, il y a les talibans qui leur coupent les mains. Il y a le Darfour. Et ça va pas créer un appel d'air parce que la jeune fille qui est au Darfour avec son gamin dans le dos et celui dans le ventre, comme j'en ai vu plein qui a 16 ans et qui traverse la moitié du monde pour passer en Angleterre où elle espère vivre en paix. C'est pas parce qu'à Calais, elle va être mal reçue qu'elle va pas partir. Il n'y a pas d'appel d'air. Je voudrais vous donner deux précisions. La première, c'est d'abord que en matière de bénévolat, l'État, mais pas seulement l'État, subventionne fortement le monde associatif pour assurer soit l'hébergement. Il y a 20 millions d'euros. Écoutez, franchement, si vous... Il y a 20 millions d'euros, monsieur. Si vous le faites, vous le faites très mal. Parce que moi, je les ai vus vivre dans la boue l'hiver, moins que des bêtes sauvages. Alors, je reste courtois. François-Noël Buffet, une question. Mais je voudrais simplement vous dire que l'État finance plus de 20 millions d'euros pour les mondes associatifs, pour les gens qui hébergent, et c'est de façon tout à fait officielle. Ensuite, deuxième point, monsieur, vérifierez les textes et vous vérifierez la loi de finances. Justement, en parlant de vérification, je voudrais simplement préciser encore une chose sur ce que vous dites. On peut prendre un cas individuel, tel que vous venez de le prendre, sur lequel il y a incontestablement une situation à prendre en compte, et la France le fait. En revanche, il existe une multitude de situations, une multitude de contextes qui fait qu'on ne peut pas généraliser tout ce que vous dites. Ce que vous dites ne peut pas être complètement généralisé. Moi, je parle du Calaisie. Il y a des situations qui sont multiples. Or, la loi, permettez-moi simplement de dire que la loi,
elle doit être erga omnes pour tout le monde. Oui. Elle ne peut pas faire état d'exception. Or, il existe des situations et des cadres juridiques qui font que le cas que vous évoquez a sans doute sa solution. Mais il ne peut pas être en aucun cas généralisé à tout le monde. François-Noël Buffet, les associations dénoncent aujourd'hui un objectif aussi qui est chiffré, qui figure dans la loi des finances. Il parle de plus de 5000 arrestations, interpellations d'aidants à l'objectif 2010. Est-ce que vous confirmez ce chiffre? J'ai vu dans la loi de finances qu'effectivement, il était même marqué 5011 exactement pour 2012. C'est ce que j'ai vu. Moi, sur les objectifs chiffrés, je voudrais simplement... je connais ceux qui sont sur les reconduites à la frontière. Les choses sont parfaitement claires. 27 000 cette année. 27 000 cette année, absolument. Nouvel objectif assigné à Éric Besson, donc c'est plus que pour Éric Hortefeux. Qu'on fixe des objectifs, c'est une chose. Pourquoi pas qu'on fixe des objectifs. La réalité aujourd'hui, c'est qu'à l'égard de l'immigration clandestine, si on veut réussir la politique d'immigration, si on veut réussir l'intégration par ailleurs, mener à bien tout ce qui est fait, nous devons fixer des règles de rentrée sur le territoire. Ça, c'est impératif. Si nous avons aujourd'hui des règles claires depuis les lois de 2004-2007, elles doivent être appliquées et respectées. Ça ne veut pas dire qu'à côté, il n'existe pas un autre dispositif qui permette, bien sûr, d'accueillir les gens qui veulent venir, et en particulier toute la politique de l'asile. Très bien. C'est les 5000 mises en examen des dents. Ils ne sont pas mis en examen, monsieur. Interpellation. C'est interpellation. Ne dites pas qu'ils sont mis en examen, c'est faux. Interpellés. C'est faux. Ils ne sont pas mis en examen. C'est important. C'est important. C'est pas de mise en examen ni de... Vous savez ce que c'est une interpellation, une garde à vue, monsieur? Je suis avocat. C'est monotage, déshabillage. Je suis aussi avocat. 24 heures de cellule, puis 36, puis 48 sur le conductible. Voilà, je trouvais ça normal. Ah mais monsieur, les règles de procédure sont là pour être appliquées. En revanche, elles doivent être appliquées dans les respects des textes parfaitement normalement. C'est ça la langue de bois absolue. Pas du tout. Pas du tout. Voilà. Merci en tous les cas d'avoir débattu. Vous avez vu le film Welcome? Non. Pas encore. Alors peut-être que vous tomberez d'accord sur la qualité cinématographique des films de Philippe Lioré. Il n'y a pas de difficulté. L'autre débat de ce soir, Bouteflika, un troisième mandat. Le vote de demain en Algérie est sans suspense. Nous en parlons avec Benjamin Stora. D'abord, on parle de l'accueil de ce scrutin par une population désenchantée et même excédée par les difficultés du pays, en particulier pour la jeunesse, avec Djilad Belaïd. Université centrale d'Alger. 4 amis étudiants. À eux seuls, ils symbolisent toutes les divisions qui entourent les élections présidentielles du 9 avril. Smaïn, lui, ne voit pas son avenir hors d'Algérie, mais c'est décidé, il n'ira pas voter jeudi. Tout le monde donne des promesses, des fausses promesses, et lorsqu'ils arrivent au pouvoir, c'est absolument contraire. Amel est une pro-Bouteflika convaincue, séduite par sa politique de réconciliation qui a mis fin à 10 ans de violence, mais aussi par sa promesse d'augmenter les bourses des étudiants. Pour elle, le bilan du président sortant est plus que positif. Il a fait beaucoup de choses à l'Algérie. Et voilà, moi j'espère qu'ils vont nous aider, ils vont nous donner du travail. Le travail, principale préoccupation des jeunes Algériens, 87% des chômeurs ont moins de 35 ans. Bab el Oued, quartier populaire, ancien fief islamiste. Eux, c'est des hittistes, littéralement ceux qui tiennent les murs. Sans travail, ils passent des heures adossés aux immeubles. Nabil est l'un d'eux, avec 3 enfants. Le quotidien est un enfer. Lui ne sait pas encore s'il va voter. Quitter l'Algérie, il y pense. Même ma mère, si vous lui proposez de partir en Europe, elle partirait. Elle en a marre. Tous ses enfants sont au chômage. Voir ses enfants sans travail, c'est pas une vie. Les jeunes représentent 75% de la population algérienne. Beaucoup vivent encore avec leurs parents. C'est le cas de Marwan, 28 ans. Fiancé, mais pas marié, faute de moyens. Tu te maries et après, les patates coûtent 1,20 € le kilo, les tomates aussi. Et si après tu as un bébé, comment tu fais avec les couches? C'est cher les couches aussi. Avec un SMIC à 120 € et un taux de chômage officiel autour de 11%, les défis des candidats sont énormes. Abdelaziz Bouteflika se donne pour objectif de créer 3 millions d'emplois s'il est élu. Reste à convaincre la jeunesse algérienne. Allez, on parle de la présidence algérienne avec Benjamin Stora, historien, professeur d'université et spécialiste du Maghreb. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire, comme on l'a vu dans ce sujet, que c'est un vote sans suspense parce qu'il n'y a pas finalement d'adversaire solide ou crédible aujourd'hui face à Bouteflika? Bien entendu, dans la mesure où tous les principaux leaders de l'opposition se sont retirés de ce scrutin, il n'y a pas d'adversaire véritablement capable d'inquiéter aujourd'hui Abdelaziz Bouteflika, qui est au pouvoir, ne l'oublions pas quand même, depuis 10 ans.
maintenant. Mais qui aurait dû le quitter, là. Et qui aurait dû normalement le quitter. Or, il a fait voter un amendement à main levée par l'Assemblée nationale algérienne en novembre 2008 pour précisément avoir la possibilité de se représenter à nouveau pour un 3e mandat. Alors justement, Benjamin Stora, comment a-t-il pu se représenter? On parle beaucoup du rôle de l'armée, comme toujours, des généraux. Est-ce que Bouteflika est aujourd'hui le chef des armées ou est-ce que l'armée est le chef de Bouteflika? Comment ça se passe? Alors vous savez, là, on a beaucoup toujours parlé du théâtre d'ombre. C'est un mythe ou c'est une réalité aujourd'hui? Non, c'est à la fois vrai et faux. Je pense que Bouteflika a quand même réussi à se dégager son propre espace politique, ça c'est évident. Même si, bien entendu, les services de sécurité jouent un rôle considérable en Algérie, c'est évident, on peut pas le nier. Mais il a beaucoup d'adversaires, y compris au sein de l'appareil d'État. Il y a des leaders du FLN qui ne sont pas d'accord avec lui, les leaders politiques de l'opposition, certains qui avaient même appelé à voter pour Abdelaziz Bouteflika. Par exemple, Saïd Saadi, il y a quelques années, sont contre lui aujourd'hui. Donc, il n'arrive pas véritablement à refaire cette espèce de consensus politique qui avait été le sien en 1999, par exemple, lorsqu'il avait été élu de manière assez classique pour sortir, disons, l'Algérie de la terrible guerre civile dans laquelle ce pays était plongé depuis une dizaine d'années, qui a fait, ne l'oublions pas quand même, ça, des dizaines de milliers de morts. Et là, il est évident qu'Abdelaziz Bouteflika jouissait d'une popularité, c'est vrai. Mais aujourd'hui, les défis de 2009 sont ceux de la modernisation de la société, du chômage, du logement. Et vous parlez de la rupture entre justement Bouteflika et le peuple et la société? Rupture, attention, c'est compliqué parce qu'il y a aussi des sentiments nationalistes en Algérie. Abdelaziz Bouteflika a fait une campagne électorale qui a joué, qui a réveillé cette fibre patriotique nationaliste. Il est lui-même aussi quelqu'un qui descend, qui est l'héritier de cette séquence guerre d'indépendance contre la France, qui est toujours utilisée comme une sorte d'outil de légitimation du pouvoir en place. Donc, c'est compliqué. Mais en même temps, c'est vrai que l'immense majorité de la jeunesse aspire à autre chose. Mais alors, ça aspire ne peut à pas changer être de société. Un vote d'avenir, vous l'avez dit. Il a 72 ans et il se dit même que son désir, c'est de mourir au pouvoir. Ah ça, je sais pas, je suis pas dans la confidence, dans l'intimité, disons, des sages de pouvoir. Est-ce qu'il prépare un successeur? Visiblement non. Il y a plusieurs noms qui avaient été avancés, puis ensuite ils ont été désavoués, ils ont disparu de la scène politique. Donc c'est effectivement un très gros problème pour l'Algérie. C'est une question très importante, celle de la relève des générations politiques en Algérie, celle de la jeunesse, y compris dans la classe politique. Et quand on parle de la jeunesse aussi, c'est d'une jeunesse qui s'en va du pays, la fuite des cerveaux, les haragas, ceux qui franchissent la Méditerranée. Donc on a effectivement un besoin de mettre en accord une classe politique, l'État, avec la société réelle. Et cet appel ne vient pas véritablement de l'extérieur, de l'étranger. Très peu de commentaires sont faits aujourd'hui dans les capitales européennes, en France par exemple, sur Bouteflika. Oui, c'est vrai, parce que, vous savez, il existe au Maghreb cette sorte, disons, de consensus politique international sur le fait que ces chefs d'État apparaissent comme des sortes de remparts politiques par rapport à la menace islamiste. Bon, c'est le cas, par exemple, du régime tunisien, qui est présenté de cette manière-là. Et donc, à partir de là, les chancelleries, les politiques des étrangers... qui est réelle en Algérie. Oui, mais on n'est plus dans la même situation quand même. La situation sécuritaire n'est plus la même et l'argument sécuritaire n'a pas été l'argument principal de cette campagne électorale. C'est la question sociale qui était un argument tout à fait important pour la majorité, pour la masse des Algériens. Benjamin Stora, vous êtes historien, on l'a rappelé tout à l'heure. On a souvent évoqué l'idée d'une commission d'historiens mixte entre Algériens et Français pour travailler justement sur l'histoire commune. Où ça en est? C'est un rêve, c'est une utopie? Pour l'instant, il n'y a rien. Et la fracture mémorielle est toujours aussi forte sur des questions. C'est à qui de prendre l'initiative, selon vous? Peut-être aux historiens eux-mêmes, à essayer de travailler ensemble d'une rive à l'autre de la Méditerranée pour essayer de sortir et de dépasser cette fracture mémorielle qui porte, comme nous le savons tous, sur la question coloniale, bien sûr. Et bien sûr, ce sujet, vous le traitez dans votre dernier livre, Benjamin Stora, j'en profite pour le présenter, Les guerres sans fin, chez Stock, qui est sorti en fin d'année dernière. Un dernier invité, tout de suite, l'un des professeurs qui a participé à cette grande première mondiale, cette opération fantastique, la greffe du visage et des mains sur un grand brûlé, âgé de 30 ans, le professeur Philippe Grimbert, qui est avec nous, professeur d'immunologie. Mais d'abord, on va écouter la parole des professeurs Lantieri et Dumontier, qui ont participé à cette grande première l'autre jour à l'hôpital Henri Mondor à Créteil, près de Paris. Chez ce patient, pour ce qui est de la face, nous avons transplanté l'ensemble du cuir chevelu, les 2 oreilles, les 4 paupières, l'ensemble des 2 joues.
Les lèvres ont été relativement conservées à la suite de son traumatisme et n'ont pas besoin d'être transplantées, mais c'est quelque chose que nous savons parfaitement faire, puisque nous l'avions déjà fait dans les cas précédents. Ce n'est plus de la recherche, la greffe de main, c'est un soin particulier dans des situations particulières et ça devrait de plus en plus évidemment se diffuser. Jusqu'à présent, pour des raisons réglementaires, les premières avaient été faites à Lyon, celle-ci a été faite à Paris, il s'en fera d'autres dans d'autres villes de France probablement, parce que les équipes de main sont prêtes pour faire ce genre de chirurgie qui présente des difficultés surtout d'organisation plus que de gestes techniques. Professeur Grimbert, on revient avec vous sur le souvenir de cette opération de 30 heures avec 40 médecins et chirurgiens. Absolument, donc c'est une prouesse technologique, mais qui a été très largement anticipée, répétée, et je crois que ce genre de prouesses ne sont possibles que dans l'infrastructure de l'assistance publique Hôpitaux de Paris, qui d'ailleurs est promoteur de cet essai. C'est un essai de recherche clinique produit par l'assistance publique. Et en effet, 2 équipes de chirurgie qui se sont relayées, d'abord pour greffer les 2 mains, puis pour greffer le visage, avec en effet une 30aine d'heures d'intervention en une seule fois. On imagine que tout est effectivement prévu au millimètre ou à la minute pour que chacun trouve sa place. Rien n'est improvisé, c'est ce qui est tout à fait exceptionnel dans ce genre de situation où en effet les équipes sont très entraînées et il n'y a aucune forme d'improvisation. Vous-même, vous intervenez à quel moment et combien de fois, par exemple, dans les 30 heures? Alors, qu'on les choses soient claires, moi d'abord je m'occupe de transplantation rénale et donc ma participation à ce projet, c'est surtout la prise en charge des suites d'une transplantation et en particulier, bien évidemment, c'est tout le problème de ce type de greffe. Quand un patient est greffé du cœur, du foie ou du rein, on ne se pose pas, bien évidemment, la question du rapport entre les bénéfices et les risques. Ils sont tout à fait évidents. Pour des greffes de visage ou pour des greffes d'avant-bras, on va exposer des patients à des traitements anti-rejet à vie, avec des complications possibles sur le plan médical, des cancers, des infections, des maladies cardiovasculaires et toute la problématique. Le risque de cancer d'ailleurs qui va sur toute la vie, c'est bien ça? Absolument. Le risque de rejet est permanent tout au long de la vie. Donc à aucun moment les patients ne peuvent arrêter leur traitement anti-rejet, sous peine bien sûr de voir l'organe rejeté dans les heures ou les jours qui viennent. Mais professeur, il y a le risque de rejet physique, il y a aussi peut-être, quand on parle de greffe du visage, un risque de rejet psychologique. C'est très difficile. On se réveille, je veux dire, avec un autre visage. Comment vous gérez cette situation? Vous avez parlé des équipes de chirurgie, des équipes d'immunologie, mais il y a également toute une cellule médico-psychologique et psychiatrique qui prend en charge ces patients, qui les prend en charge en amont pour les évaluer, bien évidemment. Et je peux vous assurer que des patients sont récusés dans la perspective d'une greffe de visage, car cette évaluation est absolument fondamentale. Et puis, bien sûr, il y a un suivi médico-psychologique et psychiatrique qui est assuré tout au long de la greffe. Alors, il y a une zone d'incertitude. Il est extrêmement difficile de prévoir la réaction d'un individu après telle modification de son image corporelle, mais il faut surtout bien faire attention à ce que représente le handicap en amont de la transplantation pour des individus qui ont des tels handicaps dans leur vie sociale, professionnelle, relationnelle. Très bien. Et est-ce que les choses s'améliorent en matière de risque de rejet? Puisque la France dispose d'équipes de pointe, est-ce que quand même les choses s'améliorent? Absolument. On a fait beaucoup de progrès en matière de prévention du rejet aigu, celui qui survient dans les premiers mois et qui nous bien sûr limiter beaucoup l'accès à la transplantation il y a encore de très nombreuses années. Malheureusement, on est encore relativement dépourvu pour ce qui concerne ce qu'on appelle le rejet chronique, qui est celui qui s'installe sur des années et qui fait suite à des agressions répétées de l'organe greffé et pour lequel, là, malheureusement, les outils thérapeutiques que l'on a à notre disposition sont relativement limités. Professeur, on va aussi vous demander des nouvelles du patient qui a été greffé du visage et des avant-bras. Comment va-t-il et puis quelles sont les prochaines étapes? Il s'est réveillé, donc bien évidemment il est encore en réanimation, il va y rester pendant une dizaine de jours et puis quand il sera prêt, eh bien il verra son visage dans un miroir. Pour l'instant bien évidemment il y a vous l'imaginez, une infrastructure médicale. C'est-à-dire ça peut durer le temps que ça prendra. Il y aura pas, on va pas lui imposer cette épreuve. C'est à lui de le décider. C'est à lui de le décider. Absolument. Il faut qu'il le soit bien sûr sur le plan médical, qu'il soit réveillé, conscient, et puis qu'il le demande, qu'il le souhaite. Et je peux vous dire que
Pour le premier patient que nous avons greffé du visage il y a maintenant près de 2 ans et demi, eh bien cette séquence est intervenue au bout d'une dizaine de jours. Le patient l'a lui-même demandé et puis il s'est levé, il est allé dans la salle de bain, il a été confronté à son image et voilà, il y a eu un moment extrêmement émouvant, vous l'imaginez bien, car c'était pour nous une grande première, mais c'est bien évidemment quelque chose qui s'établit en collaboration avec l'équipe médicale. Est-ce que vous parlez beaucoup avec le patient avant l'opération? Bien sûr, on parle beaucoup, on essaye... Mais vous spécifiquement, parce que ce que vous nous avez dit, il nous glace un peu le sang sur le risque de rejet pour le restant de la vie. Absolument. Alors, vous dites la vérité? Bien sûr qu'on dit la vérité. On explique aux patients que, comme dans chaque situation en médecine, il y a un bénéfice et il y a un risque. C'est tout à fait clair. Les risques, on les expose. Les bénéfices, ils sont relativement évidents. Et je peux vous assurer que pour des patients qui subissent des handicaps de cette nature, donc qui n'ont pas de vie sociale, professionnelle, relationnelle, qui sortent pour certains d'entre eux masqués, le rapport bénéfice-risque est tout à fait évident. Merci beaucoup, professeur, et bravo encore. Merci. Et à travers votre présence ce soir sur notre plateau, on voulait rendre hommage, bien sûr, à toute cette équipe de Mondor. Mondor, qui est un CHU de la transplantation, qui le devient et qui est en train en effet, de bien asseoir cette activité. Et vous suivez combien de malades greffés, par exemple, aujourd'hui? Alors, de greffés du rein, on en fait une centaine par an. Mais vous, personnellement, vous suivez combien de malades? De greffés du visage? Non, de greffés du rein. On en suit près de 500 dans le service actuellement. Merci beaucoup, professeur. Je vous en prie, merci. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, les pieds sur terre. À 18h45, votre rendez-vous, il y a de l'écho. Gilles Leclerc qui revient avec ses invités sur l'après G20. Très bonne soirée sur Public Sénat. Bonsoir.